Bonjour, alors voici un court vidéo pour une description du tableau périodique des éléments. C'est quoi exactement le tableau périodique des éléments? C'est une façon d'organiser les différents éléments qui existent de façon à être plus facile de les comprendre, plus facile de les retrouver et aussi de leur donner beaucoup d'informations très visuelles. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le tableau périodique est divisé en familles et en périodes, c'est-à-dire des colonnes et des rangées. Les différentes colonnes sont les familles et les différentes rangées sont les périodes. Alors, nous pouvons voir 7 différentes périodes et 18 différentes familles. Vraiment, une chose qu'il faut comprendre, c'est que ici, il y a un vide, mais ce vide-là est vraiment rempli par les deux longues rangées d'éléments qui sont juste ici. Alors, 56, 57 à 71 et ensuite 72 pour continuer. Même chose pour la deuxième ici, sur 88, 89 à 103, 104 et ainsi de suite. Alors ça, c'est une chose qu'il faut comprendre afin de pouvoir entrer le tableau périodique sur une feuille de dimension pas terriblement longue. On l'organise de cette façon ici. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le tableau périodique est divisable en deux grandes catégories. Si on ajoute ce qu'on appelle l'escalier ici, on divise le tableau périodique en tous ceux qui sont à gauche de l'escalier, qu'on appelle les métaux, et tous ceux qui sont ici à droite ou au-dessus de l'escalier, qu'on appelle les non-métaux. Les métaux sont tous les éléments du tableau périodique qui veulent essentiellement former des ions positifs. Alors, ce seront des métaux qui, lors d'une réaction avec un non-métal, voudra céder ses électrons, c'est-à-dire donner ses électrons pour pouvoir devenir un ion positif. Tandis que les non-métaux sont ceux qui aiment plutôt prendre des électrons et former des ions négatifs. Alors, en réagissant avec un métal, ils vont prendre l'électron et devenir un ion négatif. On peut remarquer qu'il y en a qui font dans les cracks ici, là, entre les deux. Et ça, ce sont des éléments qui ont des propriétés à la fois des métaux et des non-métaux. Et on les appelle les métalloïdes. Et les métalloïdes sont le bore, le silicium, le germanium, l'arsenic, l'antimoine, le tellure et le polonium, qui sont comme entre les deux. Nous avons ensuite la première colonne qui est juste ici, qui sont les métaux alcalins. Et ce sont des métaux qui ont des propriétés très semblables. Alors, ils vont réagir à peu près de la même façon avec les mêmes substances. Ça n'inclut pas l'hydrogène. L'hydrogène est assez particulier parce qu'il peut être un métal ou un non-métal. Alors, la famille des alcalins. Juste à côté des alcalins, nous avons quelque chose de semblable et on les appelle les alcalinoterreux. Et encore une fois, comme les alcalins qui ont des propriétés semblables, les alcalinoterreux ont des propriétés semblables et ils vont réagir semblablement dépendamment de la réaction chimique. Si on s'en va tout à fait de l'autre côté, nous avons une famille juste ici, du fluor jusqu'à l'astate, qui sont les halogènes. Et les halogènes ici en rouge, eux autres aussi, ont des propriétés semblables. Entre autres, ils réagissent de la même façon avec une très forte affinité pour les électrons. Et juste à côté des halogènes, nous avons la dernière famille du tableau périodique, qui sont les gaz nobles, qui sont aussi connus sous le nom de gaz inertes ou gaz rares. Et pourquoi on les appelle des gaz inertes? C'est que inerte veut dire ne réagit pas. Et les gaz nobles sont extrêmement stables. Ce sont des composés, pas des composés, pardon, des éléments qui ne veulent pas réagir vraiment avec aucun autre produit chimique. En plein milieu ici, entre les alcalinoterreux et les métalloïdes, nous avons les métaux de transition. Et les métaux de transition sont tous des métaux, alors veulent tous perdre leurs électrons pour devenir plus stables, mais ont de la difficulté à en perdre un grand montant. Alors à peu près le maximum d'électrons qu'ils peuvent perdre, c'est 4 ou 5 électrons. Ils ne pourront pas se débarrasser de tous leurs électrons de valence pour devenir le plus stable qu'ils pourraient être avec aucun orbital électronique vide. Juste ici, nous avons un différent type de tableau périodique avec ça pourra tout être divisé de la même façon que l'autre.
Mais il donne beaucoup plus d'informations pour chaque élément, ce tableau périodique ici. Alors, si on grossit une des cases du tableau périodique, ici celle du fer, nous avons plusieurs informations qu'on peut déterminer à partir d'une seule petite case. Alors, premièrement, nous avons juste ici le nom de l'élément. Alors, le fer, cadmium, indium, gallium, etc. Et son symbole chimique, c'est-à-dire son abréviation ou la façon de le représenter d'une façon universelle. Il y en a qui ne sont pas terriblement logiques, comme azote. Nous avons N pour azote, qui n'a pas de sens en français, mais aurait définitivement un sens dans une autre langue. Juste au-dessus du fer, dans le 1,8 ici, c'est une information sur l'électronégativité du fer, quelque chose qui ne nous intéresse pas essentiellement tout de suite en sciences 10. Ensuite, si on continue à monter, nous avons le plus gros chiffre dans la case en haut à gauche, qui est le numéro atomique. Et le numéro atomique nous donne des informations sur le nombre de protons qui se trouvent dans l'atome de l'élément, et aussi, si c'est un atome neutre, le nombre d'électrons. Alors, il y aura ici dans le fer 26 protons dans son noyau, et il y aura 26 électrons qui orbitent autour de ce noyau positif-là. Juste ici, à côté du numéro atomique, nous avons la masse atomique, qui est aussi la masse atomique molaire. C'est mesuré en grammes par mol. Et ça veut essentiellement dire qu'ici, on a 56,85 grammes si on avait une mole de fer. Et une mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes de fer, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes de fer. Juste en dessous de la masse atomique, nous avons 3 positifs, 2 positifs pour le fer. C'est différent dépendamment de chaque élément. Et ça, c'est la charge ionique ou les charges ioniques communes de l'élément. Dans le cas du fer, le fer est un métal polyvalent qui est capable de produire différents types d'ions selon s'il perd 3 électrons ou s'il perd 2 électrons. S'il en perd 3, 3 positifs. S'il en perd 2, 2 positifs. Nous avons ensuite quelques informations ici sur le point de fusion. Alors, à quelle température en degrés Celsius le fer peut fondre et à quelle température en degrés Celsius le fer peut bouillir. Alors, le 2861 ici, c'est le point d'ébullition du fer. Maintenant, d'autres informations que nous avons dans ce tableau périodique ici en arrière, c'est un autre tableau assez complexe qui est le tableau des ions polyatomiques. Alors, un regard un petit peu plus proche de ce tableau-là, ça ressemble un peu à ceci. Et ça, c'est des ions polyatomiques, voulant dire plusieurs atomes, qui agissent ensemble en tant qu'un seul ion. Alors, nous avons l'astate, l'ammonium, le benzoate, le borate et plusieurs autres qui sont probablement les ions polyatomiques les plus fréquents. Et ce sont des noms qui sont inchangeables dans les composés chimiques. Alors, disons, si on avait du nitrite ici qui réagissait avec un atome de fer, on aurait nitrite de fer et non nitrure ou quelque chose de même qu'on changerait si on avait un élément d'azote avec le fer. Alors, la terminaison de ces différents ions polyatomiques-là, elle est invariable. Et on peut remarquer qu'il peut y avoir plusieurs atomes, mais il y a seulement une charge ionique, alors c'est un ion polyatomique. Alors c'est ça, c'est le tableau périodique des éléments et le tableau des ions polyatomiques, très rapidement expliqué. J'espère que vous avez bien compris.